Succeda Viva avec Maria Lanfranchi. Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous accueillons le docteur Gilles Testou cette semaine. Bonjour. Bonjour. On parle donc d'une manifestation qui est organisée cette semaine, donc la journée de médecine du sport. Ça sera le 1er juin à Ajaccio cette année. Oui, tout à fait. On retourne à Ajaccio après un petit tour par l'île Rousse. Voilà, il y avait beaucoup de manifestations, vous l'avez maillé en fait tout le territoire et là vous revenez à Ajaccio, donc 16e journée de médecine du sport tout de même, avec des thématiques différentes qui vont être abordées cette année. Oui, on partira de quelques bases scientifiques nécessaires en ce qui concerne la chirurgie du sportif pour arriver petit à petit à la prise en charge médicale qui permet de revenir sur le terrain, en passant par le kiné, le préparateur physique. Donc il y aura tous les maillons de la chaîne qui vont être décortiqués. On va prendre thème par thème, justement. Alors, une question qui peut prêter à sourire, mais qui a toute son importance. La pétanque est-elle un sport à risque ? Oui, en fait, c'est vrai que c'est un sport à part entière. Il ne faut pas le mettre à part en se disant que c'est uniquement associé au verre de Ricard et au bob. C'est une pratique sportive reconnue et il y a quelques petites pathologies à connaître, notamment en ce qui concerne les pathologies du genou. Ensuite, il peut y avoir quelques pathologies de l'épaule qui peuvent poser problème notamment. Et donc, c'est bien d'associer à notre manifestation toutes les pratiques sportives. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à faire un bilan sportif avant de pratiquer la pétanque. Alors oui, c'est une obligation quand on fait des compétitions, mais il est vrai que le vrai examen médical est rarement délivré après une consultation approfondie, puisque c'est un sport qu'on peut pratiquer quand même dans beaucoup de circonstances. À la limite, la seule limite, on dira, c'est peut-être pour le pointeur se mettre accroupi quand on a des problèmes de genoux, de cartilage ou de ménisque. Ça peut poser problème, mais en général, les joueurs adaptent leur pratique, leurs gestes en tout cas à ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites en tant que médecin quand un joueur de pétanque vient vous voir qu'il a ce type de soucis ? On essaie de voir s'il est possible que ces gens-là bénéficient éventuellement parfois d'injections d'acide hyaluronique par exemple au niveau des genoux quand on a des problèmes de cartilage. On essaie de trouver la cause de leurs problèmes pour essayer de donner un petit peu plus de flexion dans ce cas précis. Alors la pétanque aussi, et puis on va terminer là-dessus, c'est vrai qu'il y a une proposition pas de loi, mais presque, où il faudrait faire un dépistage d'alcoolémie, où il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet. Vous vous inscrivez en faux, vous pensez que c'est important aussi ? Je pense que la pétanque a une image qui est liée à l'activité estivale dans les villages par exemple, mais quand on parle de pétanque à un bon niveau de pratique, je crois qu'on est loin du compte et que c'est pas comme ça que ça se passe. Alors on va passer à un autre thème, docteur Testou. Est-ce qu'il faut chercher un coupable dans l'accident musculaire du sportif ? En médecine, quelle que soit la pathologie, on doit toujours rechercher quel est le facteur déclenchant, s'il existe, quel est le facteur favorisant. Et je pense que c'est important, c'est de la prévention, d'essayer de trouver les facteurs favorisants. Ça peut être une pratique inadaptée, avec une préparation physique inadéquate. Ça peut être un manque de souplesse, par exemple, en termes de lésions musculaires. Ça peut être un déficit de force. Quand on n'a pas assez de force, on ne développe pas une force suffisante pour que le muscle puisse supporter les contraintes du sport. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut aligner pour, après avoir traité une lésion musculaire, essayer de faire de la prévention pour limiter le risque de récidive, qui est la hantise. Parce que n'oublions pas que quand on veut traiter une lésion musculaire, on a deux objectifs. Un, retrouver le niveau sportif initial, et deux, limiter le risque de récidive, qu'on soit sportif ou professionnel ou amateur. Est-ce que le rôle du médecin, c'est aussi de dire peut-être à un patient, finalement, ce sport n'est pas pour vous, n'est pas adapté à votre... Parfois, ça peut arriver, notamment quand on a des gros problèmes de genoux sur des sports où il y a beaucoup de contraintes, comme la course dans des conditions de trail. Ça peut être parfois intéressant de proposer peut-être des alternatives sans être très extrémistes, en fait. Proposer, par exemple, l'alternance vélo-course à pied quand on a des gros problèmes de genoux, ça ne me paraît pas incohérent. Donc, essayer donc de proposer des sports portés quand on a des contraintes importantes au niveau des genoux. Est-ce que vous posez également un regard sur la qualité de l'échauffement, la qualité de l'entraînement ? Oui, c'est indispensable d'avoir cet éclairage-là. Après, bien sûr, c'est les sportifs qui vont nous raconter la manière dont ils s'entraînent, dont ils s'échauffent, mais je pense que d'arriver à les sensibiliser sur cette problématique, c'est important.
Qu'est-ce qui va ressortir, par exemple, d'une telle réflexion sur cette thématique-là lors de cette journée du sport? Alors en fait, peut-être d'essayer de systématiser les choses, être capable de ressortir des facteurs favorisants dans le cadre de lésions musculaires, pour proposer des exercices types, des exercices simples à exécuter pour arriver à prévenir la blessure suivante. Plusieurs thématiques, plusieurs intervenants lors de cette journée qui va se dérouler, on le rappelle, à Ajaccio. Une thématique, vous l'abordiez hier, c'est peut-être le point principal aussi, c'est comment quitter un cabinet médical pour revenir sur le terrain avec tout ce que ça implique. Oui, bien sûr, parce que n'oublions pas que la finalité, c'est la reprise du sport dans des conditions de pratique antérieures au minimum, donc être capable dans un délai raisonnable d'arriver à reprendre et en limitant en même temps le risque de récidive. Quelle est la différence entre un sportif professionnel et un sportif amateur? C'est que le professionnel a une contrainte de temps qui est plus serrée et qui a plus de pression de la part des médias, de l'encadrement, du club, des agents. Donc il y a cette contrainte supplémentaire qui met un petit peu plus de pression, mais finalement la finalité est la même. Qui met un peu plus de pression, ça veut dire que ça met un peu plus de pression aussi sur le praticien finalement. Est-ce qu'on agit de la même façon? Alors, il faut essayer d'agir de la même façon, mais on a beaucoup de pression. Donc, du coup, il y a quand même quelques éléments qui influencent la pratique médicale. Et on peut pas affirmer de manière évidente qu'on est indépendant complètement. On a cette petite pression à côté qui nous oblige à accélérer dans nos décisions, à aller plus loin dans les investigations et à aller plus loin dans la démarche diagnostique. Donc, c'est vrai que cette pression modifie légèrement notre pratique. Est-ce que ça ne change pas forcément ce qu'on va faire ou le choix médicamenteux, mais ça peut quand même changer la donne? Ça peut quand même changer la donne, mais ça perturbe dans le fonctionnement. Moi, je vais vous dire franchement, je suis sorti du milieu professionnel pour ça, pour retrouver ma manière de fonctionner naturelle, de manière finalement indépendante, absolument, et ne plus avoir la pression des clubs, et notamment des agents qui, je trouve, ces dernières années, ont pris une part de plus en plus importante dans cette démarche médicale et qui ont tendance à énormément influencer le joueur dans ses choix. Parce que n'oublions pas que le joueur est un patient comme un autre qui a le droit de choisir son praticien, mais les agents jouent un rôle énorme dans ce contexte-là. Et moi, en tout cas, c'est une des principales raisons qui font que je suis sorti du football professionnel. C'est l'éthique, on disait. Oui, aussi. tout à fait. Pour les pratiquants amateurs, du coup, la démarche est différente, mais néanmoins, il faut passer du cabinet et puis il faut redonner de la confiance. Absolument, donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à créer un réseau avec des bases scientifiques suffisantes et pertinentes pour faire en sorte que l'amateur ait les mêmes possibilités de soins qu'un professionnel, être capable d'avoir un kiné qui va être en relation avec le médecin et qui va être lui-même en relation aussi avec le préparateur physique. Et donc ça permet d'accompagner notre sportif de la salle de rééducation au terrain avec une très bonne coordination. Si en plus il y a de la complicité, c'est le Graal. Est-ce qu'il y a des sports où il y a plus de casse que d'autres? Alors il est vrai que le sport comme le football entraîne beaucoup de lésions. Alors n'oublions pas que c'est un sport de contact, c'est un sport de contact. Maintenant, attention, au rugby, il y en a pas tant que ça. Maintenant, donc ce qu'il faut se dire, c'est que peut-être qu'au rugby, quand il tombe, c'est pas pour rien. Et au foot, bon, il y a beaucoup de contraintes quand même également. Il y a tous ces changements de direction, au-delà des contacts physiques directs. Alors bien sûr, le volley, c'est un sport où chacun est de son côté. Il n'y a pas de contact direct, mais il y a d'autres contraintes. Mais globalement, de toute façon, le foot est quand même assez pourvoyeur de blessures. Vous parliez du rugby, c'est vrai qu'il y a une préparation physique aussi particulière pour l'entrée dans les mêlées, etc., etc. Le football, est-ce qu'il y en a aussi ou Oui, la préparation physique est évidente et assez complète dans le foot. Mais c'est vrai que le côté spectaculaire du rugby, c'est que on a quand même des gens qui sont extrêmement préparés. Quand on compare les rugbyman des années 70-80 et quand on voit ceux d'aujourd'hui, et même au niveau amateur, il y a quand même une préparation gigantesque. Il y a des mesures de protection qui ont été mises en place pour justement protéger nos sportifs. Et donc, on a finalement parfois des gros pépins, mais on n'en a pas tant que ça si on regarde le côté stats. En tant que médecin, quelles sont les différentes étapes pour passer justement de votre cabinet au terrain? On a une phase où on a
La première phase quand on est blessé, c'est être capable de faire travailler tout ce qui peut l'être malgré la blessure. Donc, par exemple, entretenir le côté cardiologique d'une manière ou d'une autre, etc. Après, la deuxième étape, c'est une reprise accompagnée par le kiné. Troisième étape, c'est une reprise de l'activité sportive, mais sous contrôle médical, c'est-à-dire en fait reprise de l'entraînement technique spécifique, mais tout en donnant certainement des limites qui sont proposées par le kiné ou par le médecin. Dernière étape, entraînement dans des conditions normales, c'est la phase 4. Docteur Testou, autre thématique, comment explorer une dyspnée d'effort? La dyspnée, on connaît, la nuit, certains patients qui sont, voilà, ouais, absolument. Qui ne sont pas forcément des sportifs. C'est quoi la dyspnée d'effort? Alors la dyspnée d'effort, c'est un essoufflement anormal à l'effort, donc quelqu'un qui va faire une pratique sportive ou même une activité toute simple qui est de monter des escaliers et se retrouver en essoufflement qui apparaît de manière trop précoce. La cause peut être respiratoire, la cause peut être cardiologique, ou alors musculaire. Voilà les 3 éléments qui peuvent limiter l'exercice et qui peuvent entraîner un essoufflement. Notre but, dans le cadre d'exploration d'effort, c'est d'être capable de déterminer quel est le facteur déclenchant, quel est le facteur limitant. Et ce facteur limitant, c'est un des 3. Cœur, poumon, muscle. À partir de quel moment on s'inquiète? On s'inquiète à la limite, quand on fait une pratique sportive, un enfant par exemple qui va faire du sport, on regarde autour de lui, finalement c'est le seul à être essoufflé, c'est le seul qui ne va pas arriver à finir un match, il va demander à sortir plus vite, donc ça il faut se poser des questions. Ensuite c'est quand des choses simples, être capable de monter de 4 étages, ok, si on n'arrive pas à en dépasser 1,5 sans devoir s'arrêter, on peut se dire qu'on a une dyspnée qui est quand même significative. Il y a forcément une pathologie, ça peut pas être un manque d'entraînement. Alors le manque d'entraînement fait partie de la limitation musculaire en fait, c'est-à-dire en fait on est déconditionné. Le déconditionnement, ça fait partie des facteurs limitants, mais c'est le facteur limitant musculaire. Donc on revient à nos 3 maillons, soit c'est le cœur qui limite, soit c'est les poumons, soit c'est le muscle. Et quand on parle de muscle, il y a aussi le déconditionnement qui va avec. Les muscles qui ne sont plus oxygénés. Qui ne sont plus habitués à produire de l'énergie. Donc rapidement, on se retrouve avec un cœur qui s'accélère, une ventilation qui s'accélère trop vite, parce qu'on n'est pas assez endurant. Quel traitement, quelle prévention déjà, quel dépistage? Alors par rapport à la prise en charge, quand c'est un déconditionnement, le traitement c'est l'entraînement, le réentraînement à l'exercice qui peut être de la marche toute simple, ça peut être du vélo, de la marche rapide, de la course. Le tout, c'est de rester sur des fréquences cardiaques moyennement élevées quand on est très déconditionné, pour après retourner progressivement à des niveaux d'entraînement plus élevés qui permettront de supporter la pratique sportive. On aborde chaque jour les thématiques qui seront présentées, discutées, mises en débat, surtout avec d'éminents spécialistes. C'est important de le repréciser aussi, qui viennent pour débattre. Tout à fait, on essaie de regrouper des spécialistes de haut niveau, français comme européen, pour arriver à proposer en Corse une formation et surtout des bases scientifiques solides qui nous permettront de suivre mieux nos sportifs. Alors justement, les infiltrations éco-guidées chez le sportif, c'est vrai que souvent infiltration, on n'assimile pas forcément un sportif non plus, et pourtant oui, c'est vrai qu'on peut infiltrer des articulations, on peut infiltrer en péritendineux, c'est-à-dire à côté des tendons, on peut infiltrer des espaces de glissement, ce qu'on appelle des bursites. Donc il y a beaucoup de solutions qui peuvent être proposées, et l'échographe est un appareil qui est relativement simple et qui est moyennement coûteux, qui permet quand même d'arriver à atteindre ces zones de manière extrêmement précise, de l'ordre du millimètre, du demi-millimètre, et donc de proposer des solutions à nos sportifs. Et là, c'est le docteur Henri Guérini qui est installé à Paris et qui est un grand spécialiste de la matière, qui va venir nous parler de ces infiltrations éco-guidées. On entend beaucoup plus parler en fait du partenariat entre le médecin et le radiologue, qui peut proposer aussi des techniques pas forcément invasives, peu invasive du moins, et ce partenariat, il se crée dans beaucoup de domaines médicaux. Oui, tout à fait. De toute façon, maintenant, n'oublions pas qu'on a de la radiologie qui est devenue interventionnelle. Donc, les radiologues sont capables aujourd'hui de proposer des actes thérapeutiques. Autrefois, la radiologie, c'était uniquement de l'imagerie. Maintenant, aujourd'hui, c'est du traitement également. Donc, on associe les deux. On fait du traitement tout en contrôlant avec l'imagerie. Et ça peut partir de choses très très simples à des choses extrêmement complexes, comme la radiologie interventionnelle dans le vasculaire notamment. Par exemple, des techniques, qu'est-ce qu'on injecte, qu'est-ce qu'on pratique sur les sportifs? Sur les sportifs, on peut injecter des corticoïdes à effet retard quand on a des phénomènes inflammatoires importants, des tendinites par exemple. On peut injecter des
PRP, les facteurs de croissance. Ce sont des éléments qu'on a dans notre sang, qu'on est capable d'isoler et de réinjecter où on a envie de les injecter pour stimuler une réparation. Donc c'est ce qu'on appelle le concentré plaquettaire. Donc c'est une technique qu'on proposait autrefois uniquement aux sportifs de haut niveau, qui est aujourd'hui devenue accessible à tout sportif et même non sportif, qu'on injecte dans les articulations comme dans les tendons. Quand est-ce qu'on se dit finalement un sportif il a besoin de cet apport pour continuer son activité? Pour les sportifs de haut niveau, bon, on peut imaginer, mais chez le sportif amateur, finalement, quand est-ce qu'on se dit il a besoin de cette réparation ou il vaut mieux qu'il arrête? En fait, on avance par étapes, on propose des choses simples au départ et c'est en bout de chaîne qu'on propose ce genre de technique. Avant d'aller jusqu'à une chirurgie éventuellement, on essaie d'aller dans du raisonnable. Qu'est-ce qui est raisonnable d'être entrepris pour traiter notre patient? Et on l'accompagne dans la démarche, mais on propose quand même des choses de pointe aujourd'hui, des éléments thérapeutiques de pointe, même chez le sportif amateur. C'est ça qui est bien, c'est que finalement tout le monde a droit à ces traitements. Tout ça peut être organisé à Ajaccio ou en Corse? Tout ça s'organise à Ajaccio de manière assez simple aujourd'hui depuis quelques années. Autre thème donc abordé, la prothèse totale de la hanche et le football, la pratique du football. C'est possible? C'est compatible? C'est compatible sous contrôle, sous réserve, avec certainement des limites, bien sûr, des limites en termes d'intensité, en termes de volume, et avec une préparation minimale. Donc ça, le professeur Argenson va nous en parler, et j'attends avec impatience qu'il nous donne des réponses. Pourquoi on se pose ce genre de questions aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a ce genre de cas qui s'est présenté aussi? Parce qu'on a des gens qui sont très accros au sport collectif, au tennis, au foot, à la course à pied. Et il faut être capable aujourd'hui de leur proposer des alternatives quand on va opérer, quand on va mettre une prothèse. Le truc, c'est qu'il faut leur proposer quelque chose derrière. Il faut qu'ils puissent continuer à pratiquer, en tout cas quelque chose qui leur convient, même s'ils vont changer leur manière de pratique. Par exemple, quand on joue au tennis, on va peut-être proposer de passer en double, de plus jouer en simple, pour aller un petit peu moins chercher les balles, pour avoir un terrain de jeu restreint. On va leur proposer peut-être s'ils ont un problème d'épaule, tant pis, de ne pas faire de service, donc d'adapter la pratique. Mais ce qu'il faut, c'est toujours essayer de proposer quelque chose à un sportif. On ne peut pas lui dire d'arrêter quand il a fait du sport toute sa vie. Aujourd'hui, on a la réponse thérapeutique à quasiment toutes les problématiques ou à une grande partie des problématiques. Je crois qu'on a toujours moyen de trouver un phénomène adaptatif, de trouver une solution pour proposer quelque chose quoi qu'il en soit. L'idée, c'est aussi de dire, on parle beaucoup du sport santé, oui. L'idée, c'est aussi de dire justement, ça fait partie de la guérison. Oui, ça fait partie du traitement. Quand on pense qu'il y a des traitements qui sont donnés assez lourds parfois pour les diabétiques notamment. Donc aujourd'hui, on est capable de proposer une activité physique qui va permettre de diminuer le taux de glycémie, donc qui va être une alternative au traitement médical. Et parfois même, pourquoi pas le remplacer? On a connu des gens qui étaient en surcharge pondérale majeure, qui étaient diabétiques, qui ont fait une activité physique soutenue, bien sûr associée à un régime, mais qui ont réussi à arrêter leur traitement. C'est pareil pour l'hypertension, on peut arriver à le diminuer notamment si on arrive à proposer une activité physique soutenue, régulière, dosée. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des clubs qui accueillent plus particulièrement ces types de patients, ou est-ce qu'on peut pratiquer dans n'importe quel club? On peut pratiquer sous conseil, on peut pratiquer en autonomie, on peut pratiquer avec des préparateurs physiques qui ont des formations pour ça, qui sont formés pour ça, qui peuvent nous aider. Donc il y a aussi des associations. Donc quoi qu'il en soit, je pense que les préparateurs physiques sont de bons partenaires pour ce genre de choses. On va parler donc d'une autre thématique que vous allez aborder lors de cette journée, les troubles statiques de l'enfant. C'est quoi ? En fait, c'est les enfants et les adolescents ont parfois par exemple des pieds plats, une colonne qui n'est pas très bien axée. Ce genre de pathologie, c'est bien de les dépister assez vite pour que la croissance permette d'améliorer les choses. Pourquoi chez l'enfant ? Parce que quand on a ces problèmes chez l'adulte, on n'a plus moyen d'agir sur les modifications des axes. Donc l'idée, c'est que soyons capables de dépister rapidement les troubles statiques de l'enfant, par exemple une scoliose, pour faire en sorte que les choses s'améliorent avec la croissance, parce qu'après, c'est déjà trop tard. Ce dépistage, il peut se faire à quelle occasion, en fait ? Bon, quand l'enfant a mal au dos, on va consulter son praticien, mais pas forcément, c'est pas forcément douloureux. Je pense qu'il peut être dépisté à tout moment, c'est-à-dire, bien sûr, quand... moi, j'en profite tout le temps quand il y a une visite dans le cadre d'un certificat médical pour la pratique du sport.
Le but, c'est de mettre torse nu un enfant, de bien regarder sa colonne, de le faire pencher en avant, de regarder ses appuis sur un podoscope si on en a, sinon regarder en tout cas ses pieds vus de derrière. Ce genre de petits détails, le mettre allongé en regardant les axes des jambes, regarder s'il y a des raideurs, des rétractions. Donc ce genre de choses se fait dans le cadre d'une visite pour la pratique du sport, mais aussi dans un examen clinique de base chez le médecin quand il va le voir pour un vaccin ou pour une visite quelconque. Ça peut se faire aussi quand on est chez un kiné pour une autre raison. Voilà un petit peu tous les moyens de le dépister. Donc c'est bien de proposer une démarche diagnostique au médecin, au kiné, au podologue, pour faire de la prévention. À partir de quel âge on peut voir On dira qu'à partir de 5-6 ans, on a vraiment une voûte plantaire qui est bien formée. On commence un petit peu à pouvoir dépister pas mal de choses, même si avant aussi également. Mais c'est un âge qui commence à être intéressant. Après, le pic, vraiment, le pic d'intérêt, c'est la croissance. C'est quand on a un pic de croissance au début de l'adolescence, parce que c'est là que les choses vont très vite. Et quand on a une petite déformation, elle peut évoluer assez rapidement. Il faut bien la dépister à ce moment-là, en tout cas. Et il y a une possibilité de retour en arrière, de modifier les choses? Oui, tant qu'on a un potentiel de croissance, on a souvent des moyens de rectifier les choses. Comme par exemple? Comme par exemple de la rééducation, comme le port d'un corset nocturne pour une scoliose, le port de semelles pour une déviation au niveau des appuis. Voilà les 3 principaux axes de travail. Vous disiez donc ça peut se dépister lors d'un certificat médical pour une pratique sportive. On va le dire et on va le redire, d'où l'importance de ne pas simplement signer un document. Oui, tout à fait. C'est important qu'il y ait une visite associée. Après, moi, je pense à une chose que je vois régulièrement. Maintenant, on est passé à un certificat médical tous les 3 ans quand on est licencié. Le truc, c'est qu'en 3 ans, il se passe beaucoup de choses. Même s'il n'y a pas le certificat à signer, il faut au moins que votre enfant soit examiné. Parce que s'il n'est pas examiné, qu'on revienne 3 ans après et que la scoliose a évolué, ben c'est trop tard. Les jeux sont faits. Donc 3 ans, c'est beaucoup. Il faut au moins qu'il y ait une visite médicale de temps en temps. On va rester justement sur ce domaine du jeune sportif. Les lésions méniscales de ce jeune sportif, elles sont importantes. On pensait plutôt que les ménisques s'abîmaient avec l'âge, mais non. Oui, c'est vrai, mais parfois on a des lésions méniscales chez l'enfant et l'adolescent. C'est plus rare, mais ça arrive. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'enlever le ménisque, en tout cas une partie du ménisque, comme on le fait souvent chez l'adulte. Parce que n'oublions pas que quand on enlève une partie du ménisque, on a un genou qui va se dégrader plus vite sur le plan des cartilages, donc ça va être une arthrose précoce. Et si ça arrive très tôt dans la vie, eh bien, ça veut dire que l'arthrose va venir très jeune. Donc chez nos jeunes sportifs, on a dans certaines circonstances la possibilité d'effectuer une suture méniscale, donc carrément suturer ce ménisque qui a été fissuré. Et ça, c'est quelque chose qu'on propose chez l'enfant et l'adolescent, qu'on ne propose pas chez l'adulte. Chez l'adulte, on propose quoi? Plutôt des ménisques artificiels? Non, pas réellement. On propose d'enlever la partie du ménisque abîmé. On enlève le minimum, mais on enlève la partie abîmée. Donc du coup, c'est un genou qui va se dégrader plus vite dans l'avenir. Donc la particularité, c'est que le ménisque de l'adulte n'est pas vascularisé. Il n'y a pas de vaisseau à l'intérieur. Donc c'est comme un ongle, il est cassé, il faut l'enlever. Chez l'enfant, il y a une partie du ménisque, une bonne partie qui est vascularisée. Et sur cette partie-là, on essaie de faire des sutures méniscales qui marchent. Donc l'idée, c'est justement de faire en sorte que ça cicatrise sans qu'on enlève. Donc voilà la grande particularité de l'enfant et de l'adolescent. Et c'est très très important de faire ça et de ne pas faire la même chirurgie que l'adulte quand on a la possibilité de le faire selon la localisation. Et ça, c'est en allant consulter son médecin, en allant c'est une affaire de spécialiste en fait. Non, il faut que les chirurgiens soient formés à ça et maintenant ils le sont de plus en plus. Docteur Testou, pour conclure donc cette journée, vous allez parler de la cheville. Voilà, il va y avoir en fin de session une petite table ronde sur la cheville pour aborder tous les aspects de la cheville. C'est pour ça qu'on l'a appelé la cheville dans tous les états. Le but, c'est qu'à 3, on essaie un petit peu de faire une question-réponse avec la salle pour répondre un petit peu à toutes les questions qu'on peut se poser sur la cheville. Quand on fait une entorse, quand on a une évolution difficile, pourquoi elle est difficile? On peut avoir des lésions tendineuses, des lésions de cartilage, des lésions ligamentaires. Donc on va un petit peu aborder tous ces aspects-là pour proposer des bases scientifiques qui nous permettront de traiter au mieux nos sportifs. Merci beaucoup d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On va reparler peut-être pour conclure donc des 16 années qui se sont écoulées. Ça a permis véritablement de faire avancer les choses, de faire avancer le débat, de faire avancer la recherche aussi. Oui, ça a permis d'apporter des bases de travail. Ça a permis de mettre en relation les praticiens insulaires
et qui ça a donné aussi à ces praticiens les moyens d'avoir un réseau sur le continent avec des éminents spécialistes, puisqu'on a quand même tablé sur énormément de spécialités toutes ces dernières années. On a eu des référents de tout niveau, de niveau européen en général. Donc ces gens-là, maintenant, nos praticiens insulaires sont capables de prendre le téléphone et d'appeler ces gens-là quand ils sont dans la difficulté. Les gens, je trouve, se connaissent mieux. Et donc, en 16 années, on a apporté ce réseau au sein de la société corse. Et puis, ça a permis de donner une vraie dimension à la médecine du sport aujourd'hui. C'est une discipline, on va dire, à part entière. C'est pas juste un problème à la cheville, bon, on est sportif ou pas. C'est véritablement une discipline, une réflexion. Oui, c'était moins connu. Je trouve que toutes ces années passent et c'est plus connu par le grand public. Ça veut dire qu'en fait, avant, on proposait de la médecine du sport pour les sportifs professionnels. Aujourd'hui, les gens maintenant ont un plateau en Corse qui leur permet différents plateaux qui leur permettent d'être traités de la même manière que le sportif professionnel et c'est une très bonne chose. Les gens peuvent venir assister à ce congrès aussi. Tout à fait, c'est ouvert à tout le monde. Les gens qui sont passionnés de sport, les gens qui sont sportifs eux-mêmes ou qui ne le sont pas. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde. Merci beaucoup, Dr Testou. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.